Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Le gouvernement met à disposition des communes les plus touchées par le Covid-19 des guides sanitaires en contrat à CAE. Objectif, rappeler dans les quartiers prioritaires les consignes et éviter les rassemblements. Les restrictions sanitaires liées au Covid-19 sont devenues le cauchemar des salles de sport. Dans l'impossibilité de payer ses salariés, une deuxième enseigne met la clé sous la porte à Pirée. Et comme chaque mercredi soir, le docteur Didier Bondou répond aux questions des internautes. Bonsoir docteur, on vous retrouve dans quelques instants. Et puis enfin, on s'intéresse ce soir à la sensibilisation au dépistage précoce du cancer, le seul moyen d'éviter les traitements lourds. Immersion dans quelques minutes au service oncologie du Taoné. Mais avant d'aller plus loin, le président Édouard Fritsch l'avait annoncé hier, les communes les plus touchées par le coronavirus seraient dotées de guides sanitaires en contrat CAE, des guides que nous avons suivis aujourd'hui à Utumoro. Ils sont chargés de rappeler les consignes et surtout d'éviter les attroupements dans les quartiers dits prioritaires. David Chang et Hiro Terurutua. Nous doterons les communes d'agents de prévention sanitaire sous la forme de CAE qui seront dédiés aux quartiers prioritaires aujourd'hui touchés par l'épidémie. C'est la réponse du gouvernement face à l'apparition de nouveaux clusters dans certains quartiers de l'agglomération. Une fois formée par le pays, la nouvelle armée de guides sanitaires sera déployée dans les quartiers prioritaires et non plus sur les places publiques, car le contexte social y est totalement différent. Nous sommes des guides sanitaires. En tout, on est 12 et 5 petits-enfants. On a les plus jeunes qui vont et qui reviennent. Mais après, on leur dit d'aller se laver les mains. À chaque fois, même quand on mange. Porter son masque, distanciation aussi. Dans ces quartiers, le travail des guides sanitaires est beaucoup plus difficile. Quand tu arrives dans le quartier, déjà, il n'y a pas de masque. Ils sont même pas à 1 mètre de distance. Et puis, ils sont, comme d'hab, ils sont allégés, quoi. Ils sont chez eux. Ils comprennent, ils t'écoutent, mais après, c'est environ d'eux. S'ils veulent le faire, ils le font, sinon, non. Punaauia comprend 4 secteurs particulièrement à risque. Utumaoro, Punanui, Taapuna et Maruapo, tous ici colorés en jaune. Des quartiers qui regroupent plus de 9000 habitants. Pour le maire Simplicio Lissan, il s'agit d'éviter le scénario catastrophe. Imaginez une famille qui regroupe une vingtaine de personnes. C'est difficile d'isoler les gens et donc il faut des moyens conséquents derrière après lorsqu'il y a des cas déclarés, comme on a connu ici. Il a fallu retirer les personnes, puis tester et puis accompagner toute la maisonnée dans le respect des gestes barrières. Les 23 jeunes en contrat d'aide à l'emploi ont laissé les parcs, plages et autres places publiques pour se diriger vers les foyers nombreux. La commune a déjà identifié ses besoins. Il lui faudrait une vingtaine de guides sanitaires de plus, spécialisés dans les quartiers densément peuplés. Voilà, et sachez que 6 cas positifs de Covid-19 avaient été détectés dans ce quartier de Utumoro, le quartier qui comprend 200 logements et 5000 résidents. Et vous le savez, les premiers référents sanitaires sont mobilisés depuis plusieurs semaines déjà, recrutés par les communes pour sensibiliser la population aux gestes barrières. C'est le cas à Huahine. Ils font partie du comité d'accueil à l'aéroport de Faré. À chaque arrivée de vol, ils conseillent et sensibilisent les touristes aux gestes protecteurs. Des protocoles sanitaires, oui, mais à quel prix? Certaines salles de sport ont dû mettre les clés sous la porte. Après le Vaima Fitness Club, c'est au tour de Red Zone à Pirée qui a vu sa clientèle donc réduire comme une peau de chagrin. L'enseigne n'arrive plus à payer ses salariés. Les adhérents hésitants iront-ils vers une autre salle? C'est en tout cas l'espoir de nouveaux investisseurs d'une salle en construction sur Mamon, Heidi Enko et Mirko Vanfou. Gel hydroalcoolique, produit de désinfection, cette salle de sport a scrupuleusement suivi les recommandations des autorités. Malgré tout, c'est la désaffection des adhérents qui a signé sa fermeture. Avec 50% d'adhésion en moins et plus de 2 millions de frais par mois, impossible pour le gérant de continuer. On a retourné le problème dans tous les sens. Malheureusement, je ne vois pas comment faire autrement. Il vaut mieux sortir la tête haute tant qu'on le peut et arrêter l'hémorragie. Et ensuite, peut-être changer d'activité. Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est pour ça que ça nous fait vraiment mal au cœur. Moi, quand je regarde tout ça, j'ai l'impression que c'est du gâchis.
Je vois juste que on n'arrive pas à remplir, que les gens ne sont pas au rendez-vous et que malheureusement on ne peut pas continuer. Pour certains adhérents de la première heure, cette nouvelle est un choc. Comme Claude, un octogénaire qui vient ici 5 fois par semaine avec son épouse, Red Zone faisait partie intégrante de son quotidien et de son équilibre. Nous, on habite en haut, à VTA, enfin plus exactement à Mataoy. Donc pour nous, c'était l'idéal. 2 kilomètres, c'était formidable. Ça vous fait quoi que ça ferme ? C'est important pour vous de pouvoir venir justement sortir. Mais c'est fou, c'est dingue. Je comprends pas. La Covid, mais surtout la crainte de l'attraper a fini d'achever cette salle mise à mal par le confinement. Le 28 septembre, elle fermera avant liquidation du matériel. Eux ferment, mais ici un nouveau complexe fitness est en construction. Le maître d'œuvre assure que les normes adaptées à la Covid ont été prises en compte pour ce projet, comme toutes les autres déjà exigées. On a fait une rénovation complète de l'immeuble, une remise aux normes électriques, plomberie et circulation PMR, évacuation de secours, avec spécificité, largeur d'évacuation, le nombre d'évacuations par personne. Vu que les plateaux sont très grands, il risque d'y avoir du monde. Et du coup, au niveau des surfaces, on a calculé tout ce qu'il fallait pour qu'on soit aux normes. Cette salle couvrira près de 1000 mètres carrés sur 3 niveaux avec des accès et un équipement PMR dédié. Les investisseurs promettent un nouveau concept qui cassera les prix comme c'est déjà le cas en Nouvelle-Calédonie. Mais reste à voir si les adhérents, eux, seront au rendez-vous. Voilà, l'avenir est incertain dans ce secteur. En tous les cas, aucun nouveau bilan officiel ce mercredi au sujet du nombre de cas positifs de Covid-19. Seule information sur le site de la Direction de la Santé. Il est indiqué que nous sommes à 1128 cas positifs. Et nous accueillons maintenant notre invité, le docteur Didier Bondou. Merci d'être avec nous. Comme chaque mercredi. Une question générale d'abord. Le docteur Lam Nguyen n'est pas convaincu par l'immunité collective. Selon lui, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce qu'on en avait parlé la semaine dernière, c'était la façon d'expliquer comment une population pouvait se défendre contre une pandémie ou tout au moins une épidémie et faire en sorte qu'il y ait une majorité de la population qui puisse avoir eu le virus et du coup empêcher l'épidémie de se développer de nouveau et donc l'épidémie s'arrêter. C'est une supposition parce qu'on se base sur ce qui existe dans d'autres maladies virales comme la grippe ou d'autres maladies, mais ce n'est qu'une hypothèse. On n'en sait pas assez sur ce virus encore. Une question de Maëva. On parle de tests sérologiques pour dépister les cas symptomatiques, moins chers que les tests PCR. Qu'en pensez-vous ? Alors ça se met en place, il faut distinguer deux choses. Ce sont des tests plus rapides. Il y a le test sérologique qui se ferait avec une goutte de sang sur le bout du doigt, mais ça teste surtout la présence d'anticorps. C'est-à-dire ça va noter si notre organisme s'est défendu ou a commencé de réagir à l'infestation virale. Donc en fait, on arrive après coup. C'est-à-dire on sait si on a eu la maladie ou pas. Par contre, il y a des tests rapides salivaires, ceux-ci qui sont très semblables au PCR. On recherche les antigènes du virus en question. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, comme le PCR, pour pouvoir surveiller un peu épidémiologiquement cette infection. Une question de Sandrine, et on a eu 2 décès quand même. Il y a tout un protocole autour d'une personne décédée du Covid. La famille n'a pas le droit de le voir, mais la contagion après la mort est-elle avérée ? On a de gros doutes, donc précautions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies infectieuses, virales ou microbiennes, on a prouvé qu'un cadavre pourrait transmettre effectivement des virus comme Ebola, comme la tuberculose. On a même le cas d'un décès qui est survenu dans la région parisienne où 5 jours après la découverte du corps, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, on a trouvé du virus. De là à ce qu'il soit contagieux, c'est autre chose, mais ne prenons pas de risques, d'où toute cette complexité lors des obsèques avec des patients qui ont été porteurs du Covid. Une question de Heidi. Est-il vrai que les porteurs sains peuvent aider à la protection collective via les anticorps ? Si oui, pourquoi obliger à porter des masques alors et empêcher cette protection collective de se faire ? Je crois qu'on n'en sait pas assez, justement. Chaque personne étant porteur saine, elle a forcément développé des anticorps, suffisamment, point d'interrogation. Et en tout cas, ça ne doit certainement pas empêcher les gestes barrières et se considérer comme guéris et ne pas infester les autres. Lavi Estelle qui demande, est-ce que les gants des personnes qui font le test au drive sont régulièrement changés ?
Comment font-ils quand ils dépistent quelqu'un de positif? Ah oui, justement, les gants sont changés parce que par définition, on les met parce qu'on ne sait pas si la personne en face de nous en train d'être testée, si elle sera positive ou négative. Le résultat du test survenant 2 ou 3 jours après, il est évident que les gants sont changés régulièrement. Une dernière question de Marie. Pourquoi ne pas prescrire le protocole du docteur Raoul? Pourquoi ne pas laisser les médecins prescrire le plaquenil associé à l'hydroxychloroquine? Alors, il faut savoir, le protocole Raoult, ce n'est pas plaquenil et hydroxychloroquine. Le plaquenil, c'est de l'hydroxychloroquine. C'est le fameux protocole hydroxychloroquine et azithromycine. Tout simplement parce que ça n'a pas fait encore ses preuves au niveau mondial. Il y a une grosse discussion, toujours sur les forums et sur Internet. On est rempli de communications du professeur Raoult. Ceci étant, je ne vois pas pourquoi le monde entier stresse autour de cette pandémie si on avait trouvé un traitement magique autour de ce virus. Voilà ma réponse. Docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on ne le dira jamais assez, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation sociale. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout, évitez de vous serrer la main. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. On vous en parlait hier soir, des personnes à risque qu'il faut protéger. Outre les seniors et dialysés, les patients atteints d'un cancer méritent également que l'on s'y intéresse. Chaque année, ils sont plus de 700 à suivre une radiothérapie au service oncologie du Taoné. L'objectif aujourd'hui de la Ligue contre le cancer est d'inciter la population au dépistage précoce pour éviter des traitements lourds. Lucille Guichet-Tirao, hépatite Savia. Sein, poumons, prostate, thyroïde. Un homme sur 2 et une femme sur 3 se verra diagnostiquer un cancer au cours de sa vie. L'équipe de prévention de la Ligue contre le cancer vont tourner sur les écrans télévisés et sur les réseaux sociaux. Objectif, inviter au dépistage précoce et éviter les traitements lourds, comme la radiothérapie. Chaque année, 700 patients reçoivent ces rayons pour traiter leur tumeur à l'hôpital du Taoné. 2 à 8 semaines de traitement difficile. Souvent, ils arrivent inquiets, un peu stressés parce qu'ils ont peur de l'inconnu. La radiothérapie, c'est quelque chose qui est inconnu pour la plupart du temps. Donc nous, on essaye de les rassurer, de voir que c'est des traitements qui sont indolores. À partir de 50 ans, les médecins invitent à surveiller régulièrement sa santé, surtout le cancer du sein chez les femmes et le cancer du poumon chez les hommes, les plus répandus en Polynésie. La radiothérapie, c'est l'un des traitements du cancer, puisqu'on estime qu'environ 60% des patients qui sont atteints d'une pathologie cancéreuse vont bénéficier d'un traitement par radiothérapie au cours de leur prise en charge. Ce traitement il peut être associé à la chimiothérapie ou à la chirurgie. Les cancers restent peu dépistés ou en tout cas dépistés trop tard. Pour le cancer du sein, par exemple, 3 femmes sur 10 se font dépister en Polynésie. C'est 2 fois moins qu'en métropole. Et la Covid a encore éloigné un peu plus les patients des cabinets médicaux. Plus un cancer, quel que soit le type de cancer, plus il est petit quand on le découvre et qu'on le soigne, plus il est facile à guérir. C'est ça que nous disons dans notre message. Faites-vous dépister parce qu'un cancer petit, dans l'immense majorité des cas, on peut le guérir au lieu d'en mourir. Le cancer reste la 2e cause de décès derrière les maladies cardiovasculaires. Les cancers de l'adulte sont désormais presque tous traités en Polynésie sans avoir besoin d'Evasan. Et en politique, la liste des candidats pour le premier tour des élections sénatoriales le 27 septembre est arrêtée. 13 candidats en lice, Lana Tetuanu et Tevaro Fritsch pour le Tapura, Jackie Briand et Reissa Bruno pour le Heura les Verts, Nui Haulore et Sylvia Teroatea en liste libre, Oscar Temaru et Michel Villard sans aucune liste non plus, Lydia Nouveau et Christian Vernodon pour Nati Notehau et 3 autres candidats qui se présentent chacun de leur côté. Je rappelle que seuls les 728 grands électeurs seront amenés à voter. Il ne sera pas question de politique demain dans l'invité café en radio, mais de prévention de la délinquance et de la lutte contre la récidive avec Namatareva Tahutini, présidente donc de l'association Tamari Nutania. On parle culture à présent. Vous le savez, les restrictions liées au Covid-19 ont stoppé net les représentations et spectacles, mais la Maison de la Culture a eu l'idée d'accompagner les artistes du Finnois. C'est le festival Fa'aiho qui démarre donc ce soir avec nous en direct de Tefaretauhitinui, Hinatea Hariotima. Anne, bonsoir. Vous êtes la directrice donc de la Maison de la Culture. Ça a été facile de mobiliser tout le monde et organiser ce festival puisqu'il devait se tenir au mois d'août déjà.
Bonsoir. Facile, je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai que c'était une demande des artistes quand même. Les artistes ont répondu assez massivement présents. Notre inquiétude portait essentiellement sur le public. Et puis finalement, depuis hier, on a la bonne surprise d'avoir une programmation à guichet fermé. Il y aura donc des concerts, des spectacles. Comment est-ce que vous avez imaginé donc l'application des gestes barrières pour le public surtout? Nous avons créé un protocole sanitaire qui correspond au stade 3 de l'épidémie. Donc en fait, on a ramené l'ensemble de nos événements en salle, dans le grand et le petit théâtre. Et nous avons mis en place un sens de circulation au sein même de TFTN pour éviter d'avoir des croisements de flux. Et à l'intérieur des salles de spectacle, nous avons bien évidemment rendu obligatoire le masque, le lavage des mains et la distanciation sociale à raison d'un siège occupé sur 2. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y aura au programme jusqu'à samedi? Tous les soirs, au Grand Théâtre, on retrouve une programmation musicale à partir de 18h, où on a le plaisir d'avoir des Poupou Jiménez différents chaque soirée, qui font une transition avec des bands de musique plus contemporain. Quand je parle de transition, c'est-à-dire qu'ils font des chants ensemble, qu'ils interprètent des chants ensemble. Et en deuxième partie de soirée, toujours au Grand Théâtre, nous avons des spectacles de Orit Haiti avec le groupe Hate Haiti et le groupe Tamariki Puerani. Au Petit Théâtre, nous avons une programmation un petit peu plus éclectique. Nous avons les merveilleux concerts de Félix Vilches, Tevahine Jiménez. Et nous avons également une soirée dédiée à l'humour, où on retrouve tous nos jeunes humoristes locaux, et une soirée dédiée aux contineurs. Merci beaucoup d'avoir accepté donc de répondre à nos questions. Je rappelle que la totalité des spectacles du festival sont gratuits et retranscrits en direct sur le site de la Maison de la Culture, et c'est jusqu'à samedi. Un mot de sport pour clore ce journal avec la course de Va'a de Polynésie la première qui devait fêter ses 30 ans cette année. Eh bien, découvrez juste après ce journal à 26 minutes qui retrace donc la genèse de ce tout premier marathon de Va'a lancé en 91 par notre confrère à la retraite Roni Potoru. Une course qui lancera également la célèbre course Hawaii Nui Va'a. En voici un extrait. Parmi les équipes fortes de l'époque, il y avait les piroguiers de Va'a. Ils ont marqué l'histoire avec un record sur la phase allée en 1993. Milton Luglin, rameur du team, s'en souvient encore. Il y avait les hommes forts dessus à l'allée déjà. Meiro, le frangin en 2, Armand en 3, Yannick en 4, Karil en 5, Jean-Pierre en 6. Voilà plus ou moins l'équipe type. Et au retour, on a changé. Moi, je suis passé barreur. Après, il y avait Eddie Povira, Pascal Sanfort. C'était toute une équipe. Il y avait Tapi. J'ai plus trop les noms en tête, mais il y avait le potentiel, en fait. Voilà un magazine de Rowan Potour et Mania Pambrin à voir après ce journal. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle donc l'information principale. Le gouvernement met à disposition des communes les plus touchées par le Covid-19 des guides sanitaires en contrat CAE. L'objectif est de rappeler dans les quartiers prioritaires les consignes et surtout éviter les rassemblements. À la une de votre dépêche demain, le quotidien titre « Un touriste se fait tirer à Huahine ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour votre magazine dédié aux 30 ans de Polynésie Première Va'a. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.